Bienvenue. Et si on pouvait créer de l'argent sur Internet, sans banque, sans gouvernement, juste avec des maths? C'est un peu la promesse folle du Bitcoin. Une technologie qui a complètement réinventé l'idée même de confiance à l'ère du numérique. Allez, on plonge dedans pour tout comprendre. Alors, c'est une super question pour commencer. Pensez-y, quand on envoie un email ou une photo, en fait, on envoie juste une copie. L'original, il reste bien sagement sur notre appareil. Mais avec de l'argent, impossible de faire ça. On ne peut pas envoyer une copie d'un billet de 10 euros. Il faut que la valeur, l'original, soit transférée, pas juste dupliquée. Et c'est ça qui a toujours tout compliqué. Et pour régler ce problème de duplication, la solution a toujours été la même. On fait appel à un intermédiaire. Une banque, par exemple. Le souci, c'est qu'on ne fait que déplacer le problème. On doit faire confiance à cet intermédiaire en espérant qu'il ne fasse pas d'erreur ou de fraude, ce qui nous amène au cœur du défi, le fameux problème de la double dépense. Le voilà, le nœud du problème. Un billet physique, on ne peut le donner qu'une seule fois. Mais un euro numérique, si ce n'est qu'un simple fichier, on peut le copier-coller à l'infini et l'envoyer à plein de gens. Comment s'assurer qu'un euro numérique n'est dépensé qu'une seule et unique fois? C'était le casse-tête que personne n'arrivait à résoudre, jusqu'à Bitcoin. La solution classique, c'est donc de mettre un tiers de confiance au milieu. La banque, par exemple. Elle a son propre grand livre de compte, bien privé. Elle vérifie qu'on a bien l'argent, elle retire la somme de notre compte et l'ajoute sur celui du destinataire. C'est efficace, bien sûr, mais ça a un coût, des frais et surtout une dépendance totale à une autorité centrale. Et là, en 2009, en pleine crise financière mondiale, une idée de génie apparaît, publiée sous un pseudo. Personne ne sait qui est ce Satoshi Nakamoto, mais son invention allait absolument tout changer. La solution de Nakamoto, ce n'était pas d'améliorer le système avec l'intermédiaire, c'était de le rendre complètement inutile, obsolète. Comment? Grâce à une technologie de grand livre de compte, mais d'un genre totalement nouveau. L'outil magique au cœur du Bitcoin, c'est la blockchain. Il faut s'imaginer un livre de compte numérique, mais avec des super pouvoirs. D'abord, il est public, tout le monde peut le lire. Ensuite, chaque transaction est gravée dans le marbre. Personne ne peut la modifier, parce que ce livre est copié et vérifié en permanence par des milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Le processus est à la fois simple et brillant. On demande une transaction. Elle est mise dans un bloc avec plein d'autres. Ce bloc est envoyé à tout le réseau. Et c'est seulement quand tout le réseau se met d'accord pour dire « OK, ce bloc est valide » qu'il est ajouté à la chaîne. Ça crée un nouvel anneau, un maillon de plus, dans un registre permanent et impossible à falsifier. Ah, c'est la question. Si personne n'est le chef, comment on empêche les tricheurs? Comment tout ce réseau arrive à se mettre d'accord sur ce qui est vrai, sans avoir une autorité centrale pour trancher? La réponse, elle est géniale. Elle repose sur un mécanisme qui transforme la sécurité du réseau en une sorte de compétition mondiale. C'est ce qu'on appelle le minage. En fait, des milliers de mineurs partout dans le monde font la course. Ils utilisent la puissance de leurs ordinateurs pour être le premier à résoudre un problème mathématique très complexe. Le premier qui trouve la solution gagne le droit de valider le dernier bloc de transaction et de l'ajouter à la chaîne. Cet effort de calcul qu'on appelle la preuve de travail rend la triche extrêmement difficile et coûteuse. Pour modifier le passé, il faudrait refaire cette course pour chaque bloc. C'est quasiment impossible. C'est la compétition qui sécurise le tout. Et la récompense pour tout cet effort? Le mineur qui gagne la course reçoit des bitcoins tout neufs, fraîchement créés. C'est comme ça que de nouveaux bitcoins sont mis en circulation, à un rythme qu'on connaît à l'avance. Et c'est bien sûr cette récompense qui motive les mineurs à continuer de faire tourner et de sécuriser le réseau. Ok, on a vu la technologie, elle est fascinante. Mais la grande question reste entière. Est-ce que le bitcoin, on peut vraiment considérer ça comme de la monnaie au sens économique du terme? Pour les économistes, pour qu'une chose soit considérée comme de la monnaie, elle doit cocher 3 cases. Il faut que ce soit un moyen d'échange, une unité de compte et une réserve de valeur. Alors voyons un peu où se situe le Bitcoin. Pour bien comprendre, le plus simple, c'est de comparer. Mettons le Bitcoin face à deux choses qu'on connaît bien. L'or, la monnaie marchandise de référence, et la monnaie fiduciaire, comme l'euro ou le dollar qui est créé par les États. Regardez ce tableau, il révèle des choses incroyables. La durabilité du Bitcoin est parfaite. Normal, c'est du code. Sa divisibilité aussi, on peut le couper en toutes petites miettes. Mais les deux points les plus dingues sont là. D'abord, l'offre. Celle de l'or est limitée par la nature, celle de l'euro est décidée par des politiques. L'offre de Bitcoin, elle, est fixée par les mathématiques. Et puis, la dépendance fiduciaire, c'est le besoin de faire confiance à quelqu'un. Pour l'euro, elle est totale, pour le Bitcoin, elle est nulle. Ce nombre, il est au cœur de tout. Il n'y aura jamais, au grand jamais, plus de 21 millions de bitcoins en circulation. C'est inscrit dans le code. C'est la toute première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on crée un bien numérique dont la rareté est absolue et vérifiable par n'importe qui.
Mais l'erreur serait de penser que le Bitcoin n'est qu'une monnaie. En fait, l'innovation la plus profonde, ce n'est peut-être pas le Bitcoin lui-même, mais la technologie qui est derrière, la blockchain. Et ces applications vont bien au-delà de la finance. Les possibilités sont immenses. Imaginez pouvoir certifier un diplôme sans passer par un notaire, juste en l'inscrivant sur la blockchain. Imaginez scanner un produit au supermarché et voir tout son parcours, de la ferme à votre assiette, de manière totalement transparente. Ou encore prouver sans que personne ne puisse le contester qui est le vrai propriétaire d'une œuvre d'art numérique. C'est ça que permet la blockchain. Un registre de vérité, public et infalsifiable. Et tout ça, ça nous ramène finalement à notre point de départ. L'idée qui est au cœur de n'importe quelle monnaie. La confiance. Cette phrase du créateur du Bitcoin résume tout. Le système financier classique repose sur notre confiance envers les banques et les gouvernements. On leur fait confiance pour ne pas dévaluer notre argent ou mal gérer le système. Bitcoin a été pensé comme une réponse directe à toutes les fois où cette confiance a été trahie au cours de l'histoire. C'est ça le changement fondamental. Au lieu de devoir faire confiance à des personnes ou à des institutions qui peuvent se tromper ou avoir leurs propres intérêts, Bitcoin nous propose autre chose. Faire confiance à un code informatique. Un code qui est public, que tout le monde peut vérifier et qui repose sur des lois mathématiques qui, elles, sont immuables. Voilà la vraie révolution du Bitcoin. Ce n'est pas juste une nouvelle monnaie, c'est une toute nouvelle façon de fabriquer de la confiance. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse pour l'avenir. Qu'est-ce qui se passe dans une société où la vérité n'est plus dictée par des institutions, mais prouvée par des mathématiques ? Les implications sont énormes et on a à peine commencé à les explorer.